Voilà, je m'appelle Élodie Saurin, je suis infirmière depuis le mois d'octobre, tout juste diplômée d'octobre au CHU de Rennes. Et donc suite à mon mémoire, en fait, où je parlais des applications smartphone concernant l'anesthésie-réanimation, je me suis intéressée à certaines choses, dont la certification des applications qu'on utilise aujourd'hui au bloc opératoire. Alors, juste pour mettre les choses au clair, je ne suis pas du tout là pour parler de la réglementation de l'utilisation des smartphones au bloc opératoire, puisque je pense que certains vont se poser la question. Je ne suis pas là non plus pour parler de toute l'hygiène qui concerne nos smartphones et la prolifération de bactéries par cet intermédiaire. Et je ne vais pas non plus parler des interférences magnétiques qui peuvent encore exister avec nos smartphones. Maintenant, l'objectif, enfin en tout cas aujourd'hui, c'est surtout d'échanger sur qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme application à notre portée pour notre pratique courante. Quels sont les avantages de l'utilisation de ces applications-là au bloc? Quels sont aussi les inconvénients et les risques, les mises en garde à avoir sur l'utilisation de ces applications-là? On va parler un peu de la réglementation et puis quel positionnement on peut avoir dans l'utilisation des applications smartphone au bloc opératoire. Alors, juste un petit rappel historique. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans la santé connectée, c'est-à-dire que déjà, dès 1999, on voit apparaître le terme de e-health ou santé numérique. En gros, c'est toute l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour la santé. Et dans la santé numérique, on voit apparaître tout ce qui concerne la robotique. Donc aujourd'hui, la robotique, la télémédecine, la télésanté et notamment la mobile santé qui apparaît en 2005 et qui concerne l'utilisation des communications mobiles et des nouvelles technologies qui apparaissent sur nos smartphones dans le domaine de la santé. Donc notamment les applications mobiles. Alors il existe 3 types d'applications dans la M-Santé. On a des applications qui sont destinées au grand public, les applications de bien-être, relaxation, alimentation. On a des applications médicales destinées aux patients autonomes dans la gestion de la prise en charge de leur maladie. Donc c'est des applications mobiles pour gérer leur diabète, l'hypertension ou toute autre pathologie. Et puis on a ces fameuses applications médicales qui sont destinées pour nous en tant que professionnels soignants, qui vont nous aider à mieux organiser peut-être l'activité de soins. En 2016, dans toutes ces applications de M-Santé, il en existait 100 000 pour 350 000 en 2020. Donc là, on a vraiment une exponentielle de création d'applications mobiles. Alors, on est dans l'hôpital connecté aujourd'hui. La littérature le dit, 94% des jeunes médecins ou internes utilisent leur smartphone à l'hôpital. On a 66% des professionnels de santé qui téléchargent au moins 3 applications en Europe sur leur smartphone pour 76% aux États-Unis. La problématique aujourd'hui, nous en tant que professionnels de santé, c'est de savoir comment on s'y retrouve dans cette multitude d'applications mobiles et comment on peut choisir des applications qui ont un réel intérêt dans notre pratique courante. Alors, on a plein d'applications, des applications qui, en anesthésie-réanimation, je parle de notre domaine, bien évidemment. On a des applications qui nous servent à communiquer entre nous, donc type WhatsApp, Messenger. Si on a une question, on peut la demander instantanément et on va toujours avoir un collègue qui va pouvoir nous répondre. On a des applications qui vont nous aider au diagnostic médical, à la conduite thérapeutique. On a des fiches pratiques infirmières, IAD, des applications qui vont nous permettre aussi de trouver des médicaments, de chercher des interactions médicamenteuses. On a des applications qui sont vraiment là pour aider à la formation, à l'apprentissage paramédical et médical. On a des applications de calculateurs de score, calculateurs de posologie, des convertisseurs et bien évidemment toutes les applications qui concernent les recommandations de bonnes pratiques et les sociétés savantes. Alors, moi, j'ai essayé de répertorier un certain panel d'applications que j'ai utilisées quand j'étais étudiante IAD, que j'ai aussi été chercher auprès de mes collègues IAD, à savoir qu'est-ce qu'ils utilisaient comme application. Et j'en ai répertorié à peu près 6 groupes. On a des applications qui sont de type institutionnel, comme l'application au SMUR. Alors,
qu'on utilise au SMUR du CHU de Rennes, qui s'appelle Respire. Je m'entends en plus. Excusez-moi. On a des applications. Donc l'application Respire, c'est une application institutionnelle qui a été créée par des médecins de l'Ille-et-Vilaine et qu'on utilise vraiment au SMUR notamment du CHU. Des applications de type national que vraiment on va retrouver tous sur nos portables. On a Made in the Pocket, la première, Dans ma blouse, Trousseau de poche, WhatsApp évidemment. On a des applications de sociétés savantes, Sphare, Mapar, Vidal. Des applications qui concernent l'urgence, réanimation. Des applications spécifiques vraiment pour notre domaine IAD, PDIEP, le guide IAD qui a été créé par l'association Sophia. Et puis on a 8 applications IAD là, spécifiques, vraiment créées par un médecin, un infirmier anesthésiste que je vais vous présenter en fait par un QR code. S'il y en a qui sont intéressés, vous pourrez voir en quoi consistent toutes ces applications-là. Et puis la dernière, on a maintenant aujourd'hui, et je pense qu'on peut le voir avec les labos, des applications qui sont liées avec des dispositifs médicaux, de type Philips, où demain on va pouvoir mettre un appareil d'écho directement lié sur notre smartphone et nous permettre de voir en direct l'imagerie. Alors la réflexion aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de savoir est-ce que ces applications-là elles sont intéressantes, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, les mises en garde et quelle est notre attitude à adopter. Alors l'avantage premier, c'est que ça va déjà améliorer la qualité du travail. De par l'ergonomie, évidemment, les applications sont sur des smartphones, on peut les avoir dans nos poches et ils sont accessibles tout de suite. L'expérience utilisateur, elle est de plus en plus adaptée aux professionnels. Elle va être intéressante et elle va nous donner envie d'aller chercher l'information. Les applications nous permettent de faciliter la communication entre professionnels, on l'a dit tout à l'heure. Et surtout, le fait de numériser les informations et les tâches sur un outil de travail qui est finalement adapté, ça nous permet de gagner du temps dans la prise en charge patient. On a un avantage, alors ça c'est mon point de vue financier. On a des applications aujourd'hui qui sont quand même relativement gratuites ou alors qui ne dépassent pas 12 €. Le seul petit bémol, c'est les applications de sociétés savantes. Ce sont les plus chères, bizarrement, ce qui est un peu dommage. L'avantage, le troisième avantage, c'est que ça améliore la sécurité des soins et la prise en charge patient. C'est pas moi qui le dis, c'est la littérature. Quand je dis améliorer, c'est que c'est surtout une aide au diagnostic et à la conduite thérapeutique. C'est une aide à la prise de décision. Alors par contre, Véronique, je ne sais pas si elle est partie, mais elle va pas être. Tu vas pas être d'accord avec moi du coup par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, lors de moments de doute, de fatigue, j'ai des collègues qui m'ont quand même dit qu'ils utilisaient des applications de calculateurs de posologie, ou moi-même d'ailleurs en tant que IAD. Dernièrement, j'ai utilisé un algorithme sur une situation de choc hémorragique. C'est pas moi qui l'ai utilisé, c'était la médecin anesthésiste. On a pu gérer une situation, un choc hémorragique très rapidement en regardant l'algorithme. On était toutes les deux. Mais je pense, et je suis d'accord avec toi là-dessus, si c'est sur une application mobile, évidemment, il va falloir qu'on ait en amont regardé l'application, où est l'information, sinon on ne la trouvera pas dans les 30 secondes. Donc voilà, la littérature dit quand même que oui, pour la prise de décision, c'est un avantage. Et puis, évidemment, si on rejoint l'amélioration de la qualité du travail, du fait que l'ergonomie, en tout cas que l'application mobile est le plus facile pour nous permettre d'accéder à l'information, on va avoir la possibilité d'aller chercher les suivis de protocoles et de recommandations beaucoup plus rapidement. Donc ça améliorera un peu plus la sécurité des soins. Et puis dernier avantage, c'est un bon complément quand même aux connaissances offertes par les livres. Maintenant, on prend les données des livres, on les met dans une application et on peut permettre de se former tout seul au bloc opératoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a commencé quand j'étais étudiante.
Maintenant, on a des inconvénients, on a des mises en garde à avoir par rapport à ces applications-là. On parlait d'améliorer la sécurité des soins tout à l'heure, mais finalement, il y a aussi un risque. Ça reste un outil de distraction, mais c'est un outil de distraction comme un autre. Finalement, nos ordinateurs, c'est un peu la même chose. Qui dit outil de distraction, ça veut dire qu'on va favoriser la baisse de l'attention, donc favoriser les erreurs cognitives. Les mises à jour, quand on les recherche, on va avoir seulement la dernière mise à jour de ce qui a été fait sur l'application. Donc finalement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a été mis à jour en totalité. Et puis, quand on va chercher plus loin, et c'est ce que j'ai fait, c'est là-dessus que j'ai vraiment travaillé, c'est ces applications-là, aujourd'hui, elles sont certifiées par qui ? Elles n'ont pas de conformité européenne. À chaque fois que j'ai regardé dans toutes les applications, est-ce qu'il y avait vraiment une fiabilité de l'information ? On nous dit qu'effectivement, l'emploi de cette application-là est sous l'entière responsabilité du professionnel de santé, évidemment. Donc, on n'a pas de validation du contenu et on est en droit de se poser la question aujourd'hui, finalement, est-ce que l'information est fiable ? Quand vous regardez les avis, vous pouvez, ou quand vous regardez l'application, c'est ce que j'ai fait sur certaines, je me suis rendu compte que parfois il y avait quelques coquilles, quelques données qui n'étaient pas forcément adaptées par rapport à moi, la théorie que j'avais eue. Donc aujourd'hui, c'est ça. Comment elles sont certifiées ces applications et pourquoi elles ne le sont pas. Donc on verra ça tout à l'heure. Autre inconvénient, on a des applications qui n'ont pas de couverture Internet. Donc c'est une problématique parfois si on veut ouvrir ces applications-là. Si ce sont des applications de type web, ça va être difficile par exemple aux urgences du CHU de les ouvrir, d'y accéder. Et puis on peut se poser aussi la question, est-ce que finalement si demain on se fie qu'à ces applications-là, est-ce qu'on n'est pas influencé par toutes ces données à aller juste regarder une application et ne plus se remettre à jour dans nos connaissances. Et finalement aussi, si on va sur les calculateurs de posologie, on va plus utiliser notre cerveau pour savoir calculer correctement nos médicaments. Et puis la sécurité de l'information. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données-là ? Par exemple, dans ma blouse, l'application dans ma blouse, on peut mettre des protocoles, des données, on peut se faire un mémo par l'intermédiaire de cette application, mais finalement toutes ces données-là, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Où est-ce qu'elles sont stockées ? Comment on les utilise ? L'anonymisation, où en est-elle ? Et la destruction des données aussi. Donc voilà, c'est le questionnement à avoir. La sécurité de l'information. Donc on va parler de la réglementation des applications mobiles en santé. Alors on a la Haute Autorité en Santé qui a pour mission de certifier la qualité de ces applications mobiles. Normalement, elle est là pour certifier toutes les applications mobiles en santé. Sauf qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on est à plus de 350 000 applications. Donc c'est un petit peu compliqué. D'avoir la main sur et d'avoir un comité d'experts qui va valider et vérifier toutes ces applications-là. Du coup, elle a mis en place un référentiel en 2016 des bonnes pratiques à destination des développeurs des applications pour améliorer la sécurité et la fiabilité des informations. Puis en 2021, elle a élaboré un référentiel de critères pour évaluer la qualité du contenu médical. Donc ça, ce sont des critères que nous, si on a besoin, on peut se poser comme question. Donc on a 4 critères de qualité d'une application mobile. Le critère concernant le contenu initial de l'application, c'est-à-dire savoir s'informer, voir si les données proviennent de sources scientifiques, de la littérature, si elles viennent de publications, de sociétés savantes. On a un critère sur le contenu généré de l'application, à savoir est-ce que nous, en tant que professionnels soignants, on a la possibilité d'assistance pour les demandes relatives à son utilisation, donc c'est-à-dire est-ce qu'on a la possibilité de poser des questions aux développeurs de l'application sur l'utilisation de l'application. Le 3e critère, c'est le contenu interprété. Alors, les données qui proviennent des applications, elles ont été faites, enfin, en tout cas, elles ont été mises sur l'application par qui ?
Est-ce que c'est un professionnel de santé qui est adapté à la thématique étudiée, ou est-ce que c'est juste un ingénieur qui a fait l'application et qui n'y connaît rien en santé? Et puis, dernier critère de qualité, c'est le contenu affiché. Tout simplement, est-ce que l'application, les données qui sont dans l'application sont compréhensibles par l'utilisateur? Alors, dans le guide de l'HAS, il est dit qu'il y a certaines applications, donc certains logiciels, qui doivent être décrits comme des dispositifs médicaux, et puis d'autres qui ne sont pas des dispositifs médicaux. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que, en fait, dans les dispositifs médicaux, par exemple, on retrouve, pardon, ça ne veut pas revenir en arrière. Dans les dispositifs médicaux, on retrouve des logiciels de calcul de score. On peut retrouver des logiciels d'aide à la décision. Donc normalement, demain, si on utilise une application qui a un dispositif qui est considéré par l'HAS comme un dispositif médical, il devrait y avoir une certification de conformité européenne. Alors, le groupe de coordination des dispositifs médicaux a publié un guide en 2019 qui détermine la qualification d'un logiciel selon le règlement des dispositifs médicaux pour l'Union européenne. En fait, pour être considéré comme un dispositif médical, le logiciel il doit être destiné à être utilisé à des fins médicales. Il peut nous permettre d'effectuer un diagnostic, une aide au diagnostic, un traitement ou une aide au traitement. Il peut nous permettre aussi de fournir de nouvelles informations médicales ou de donner un résultat précis au bénéfice d'un seul patient. Alors, moi, je me suis posé des questions, je me suis dit, je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai plein d'applications dans mon smartphone. J'ai des applications avec des calculateurs de score et il n'y a aucune application qui n'a la conformité européenne. Aucune application n'est validée, n'est certifiée. D'ailleurs, l'application Made in the Pocket, c'est une application donc, qui a été créée par un ingénieur en biomédical qui s'appelle Monsieur Georgi Narvras, je n'arrive pas à dire son nom. C'est un ingénieur qui a créé l'application Made in the Pocket en relation avec des médecins pour permettre d'optimiser la qualité des recommandations et des protocoles de soins des institutions hospitalières. Je me suis mise en relation avec lui parce que dans son application, en fait, il y a des calculateurs de score, mais son application n'est pas certifiée pour autant. Et il m'a expliqué qu'en fait, il n'y a pas de nécessité de certification pour son application parce qu'en fait, la certification, elle dépend de l'utilisation, enfin, en tout cas de la finalité de l'utilisation. Je m'explique. Pour son calculateur de score, en fait, ils vont prendre les formules que l'on retrouve de la littérature et il va y avoir un résultat donné par le calculateur de score. Et ce résultat, en fait, il est interprété par le professionnel. Il n'est pas interprété par l'application, en fait. C'est-à-dire que si le résultat n'est pas bon, l'application ne va pas nous donner une notification en nous disant c'est pas bon, donc vous devez faire de telle ou telle façon. C'est le professionnel en lui-même qui va, lui, déterminer de la pertinence du résultat. Ce qui fait, c'est que tant que l'application n'interprète pas une donnée, elle ne nécessite pas de certification et donc pas de conformité européenne. Voilà. Donc ça ne veut pas dire, en final, que cette application, elle n'est pas fiable. C'était ça où je voulais en venir. Alors, aujourd'hui, quelle est l'attitude à adopter pour nous, en tant que professionnels? Ça, ce sont les questions que moi, je me suis posées. Donc, on est là pour échanger. Vous pourrez me poser des questions après. L'attitude à adopter, pour moi, c'est déjà de savoir quel est notre besoin réel de notre pratique courante, quelle utilité on a avec les applications. Est-ce que l'application elle est innovante? Est-ce que on a pris le temps de vérifier l'exactitude des informations en amont? Comme je disais pour les algorithmes tout à l'heure, il faut quand même qu'on sache où ils sont situés dans l'application pour pouvoir les utiliser. Qui est l'auteur de l'application? Qui est le développeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est qualifié? Est-ce que ça s'appuie sur des données probantes? Est-ce que c'est facile de naviguer dans cette application-là? Est-ce qu'elle est compréhensible? Et puis surtout d'avoir une analyse des risques, comme je disais tout à l'heure, un regard sur la qualité du contenu,
par rapport aux critères qu'on a répertoriés selon le guide de l'HAS. Et puis, bien sûr, aller vérifier les avis, les mises à jour, est-ce qu'elles sont faites correctement. En conclusion, je pense que il ne faut pas se perdre dans l'immensité des applications qu'on a aujourd'hui. On n'a pas besoin d'en prendre 10, une ou deux suffit, selon le besoin qu'on aura. Il faut que l'application soit vraiment soigneusement explorée par le professionnel soignant. Bien sûr, on garde notre esprit critique sur l'utilisation de cette application-là, même dans les moments de stress ou de fatigue. Et en finalité, l'application mobile, ça doit être un complément, une aide à la prise en charge, mais ça ne remplace pas notre... ça doit rester un support, mais pas un remplaçant. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu stressée. C'est dur, c'est la première fois. Et pour finir, voilà, est-ce qu'on ne peut pas sensibiliser justement l'utilisation des outils smartphones, de toutes ces applications-là, dès la formation étudiante, pour avoir une utilisation saine du smartphone demain dans les blocs, même si je sais que ce n'est pas encore réglementé. Voilà. Je vous remercie. Juste pour information, toutes les applications que j'avais, le petit panel d'applications que j'avais répertorié, j'ai fait un QR code si ça intéresse des personnes qui ont envie de découvrir un peu ce que c'est, ce qu'il y a dedans. J'ai fait un petit diaporama. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup. Et puis une première question. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'était pour rebondir sur le fait de l'utilisation du smartphone. Alors moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était que je ne pense pas que pour une aide cognitive de crise, faire la démarche d'aller chercher sur ton smartphone l'aide cognitive alors que tout le monde est en train de trembloter, je ne sais pas si c'est ce qui est le plus efficace. Après, peut-être que j'ai tort, hein, il y en a qui existent. Je sais que par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle Max, qui sont des aides cognitives où en fait tu valides ce que tu as fait, et ensuite il passe au truc d'après. En tant qu'ergonome, je sais pas si c'est efficace ou pas. Je pense que ça mériterait d'être testé. Et par exemple, les aides cognitives de la SFAR, si tu es dans un bloc qui capte pas, tu n'y as pas accès. Oui, tout à fait. Donc là, pour le coup, c'est quand même hyper limitant, oui. sachant que c'est quand même notre société savante. Donc c'était pas vraiment une question, c'était plutôt juste une remarque. Je pense que tout ce qui est outils d'urgence, il faut s'affranchir peut-être d'avoir le temps de la démarche d'y aller. Par contre, je te rejoins complètement sur tout ce qui est... moi, je sais que j'utilise pas mal PediHelp, parce que je trouve ça super efficace quand tu as des tout petits poids pour contre-vérifier ce que je calcule, en particulier parce que, comme je fais pas que de la pédiatrie, au début, j'avais peur de me tromper de facteur 10. Oui. Tu vois, sur les dilutions et tout. Et ça, pour le coup, effectivement, je trouvais ça très efficace. Donc voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Merci. Merci, Véronique. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En tout cas, au Grélien, ça nous a semblé vraiment important de partager ces connaissances avec vous, parce que moi, j'ai assisté à son mémoire et du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Et je me suis dit que mon utilisation du portable, au vu de ce qu'elle venait de m'apprendre et de ce que je venais de lire, les applications, j'en utilisais pas beaucoup, mais... je les ai utilisés avec encore plus de recul. En tout cas, en ayant à l'esprit que derrière, il faut la responsabilité de chacun est engagée. Et c'était en ça où on voulait, dans notre ère numérique et dans notre temps numérique, important de partager avec vous. Et je la remercie parce que je n'ai pas eu à insister beaucoup pour qu'elle vienne. Et voilà. Merci beaucoup.